Cher Carole, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en lisant, disons plutôt en relisant le rapport Rifkin, je suis tombé sur quelques lignes qui m'ont vraiment frappé. Je cite, lorsque Robert Solow, lauréat du prix Nobel de l'économie en 1987 pour sa théorie de la croissance, a analysé toute l'époque industrielle, il a trouvé que les investissements en capital et la performance des travailleurs n'expliquaient qu'à peu près 13% de toute la croissance économique, soulevant la question de savoir ce qui était responsable pour les 87% qui restent. Fin de citation. Je ne suis pas économiste, voilà pourquoi je pose la question. D'où proviennent alors ces 87% qui sont responsables de notre croissance économique? Et en n'étant pas économiste, je pense quand même que je ne suis pas du mauvais côté en disant que c'est d'abord les énergies fossiles, cette parenthèse de 150 ans qui, un jour, dans 200 ans, les historiens feront l'histoire de l'évolution humanitaire, qui verront plutôt les désavantages de cette parenthèse de 150 à maximum 200 ans d'énergie facile, qui ont favorisé cette énorme croissance. Ensuite, c'est bien sûr les ressources naturelles. On paye l'eau à un certain prix, mais c'est les frais pour apporter l'eau dans l'entreprise ou au ménage, mais on ne paye pas l'eau. Surtout au Luxembourg, on a un prix du foncier élevé, mais on ne paye pas la surface qu'on détruit, dans certains cas, définitivement. Et on ne paye pas l'air qu'on utilise. Et finalement, je pense qu'une bonne partie de cette croissance économique provient des externalités que pendant des siècles, nous n'avons pas intégrées dans les prix des produits mis sur le marché. Et dans l'exposé ou dans le résumé final, un autre chiffre m'a frappé, et je cite encore, malgré la hausse importante de l'efficacité énergétique globale au Luxembourg au cours du XXe siècle, le pays gaspille encore plus de 80% de ses ressources énergétiques. Vous avez bien entendu, on gaspille au Luxembourg 80% de nos ressources énergétiques. Drôle de modèle économique qui n'amortit pas ses stocks naturels, qui gaspille un élément de base, c'est-à-dire l'énergie, et drôle de manière de fonctionner qui ne protège pas les ressources naturelles sans lesquelles, et la ministre l'a bien précisé, aucune activité économique n'est possible, aucune activité humaine n'est imaginable. Et j'espère, et j'en suis sûr que vous êtes certainement d'accord avec moi, que ce modèle que j'ai décrit brièvement n'est pas durable et que cette manière d'organiser notre société n'est pas soutenable. Et les conséquences de tout ça, de ce modèle, eh bien, nous arrivons aux limites de notre planète. Et la date où nous dépassons la limite de ce que la planète peut nous fournir en une année est chaque année plus tôt. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression l'overshoot day, c'est-à-dire le jour où sur la planète, on a dépassé les capacités de régénération de cette belle planète. Cette année-ci, c'était le 2 août. Le 2 août, l'humanité a atteint la limite des ressources naturelles pour cette année-ci. Et d'année en année, on avance cette date. Et je pense qu'entre-temps, nous payons quand même le prix pour les ressources non renouvelables, le prix pour les énergies fossiles gaspillées et le prix pour les externalités, mais d'une autre manière. Nous le payons par le changement climatique avec ces milliards d'euros de coûts de catastrophes naturelles chaque année. Et nous le payons au Luxembourg, comme la ministre l'a dit, avec 300 morts prématurées, avec de plus en plus de personnes atteintes d'asthme et autres maladies chroniques, et leur coût pour notre système de santé. Et finalement, nous le payons avec la disparition d'espèces animales et végétales à un rythme qui commence à faire peur même aux plus optimistes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'étude récente en Allemagne qui a dit que 70% des insectes ont disparu les dernières 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez les livres
ou d'un film qui s'appelait Silent Spring, d'une scientifique dans les années 70. Alors, en entendant ces chiffres-là, parce que s'il n'y a plus d'insectes, il n'y aura plus d'oiseaux, c'est clair, et s'il n'y a plus d'insectes et d'oiseaux, la disparition de notre espèce n'est pas loin. Je suis fondamentalement optimiste, croyez-moi, sinon je ne serais pas dans le domaine politique depuis 35 ans, mais en entendant ces chiffres-là, je commence franchement à avoir peur. Et pour sortir de cette impasse, il ne suffit pas d'apporter des petites améliorations dans le cadre existant, mais il faut changer de paradigme. Et je pense que les objectifs du développement durable, c'est vraiment ce changement de paradigme. Je pense qu'il ne s'agit ni plus ni moins de sortir de la démarche cartésienne pour rejoindre une réflexion systémique et quitter les modèles linéaires pour concrétiser des concepts circulaires. Oui, il s'agit d'une vraie révolution, mais non seulement d'une révolution industrielle, mais sociétale. Car tout le monde, et la ministre l'a bien précisé, est concerné. Les citoyens et citoyennes, en tant que consommateurs et consommatrices, nous, les responsables politiques, les administrations, n'oublions pas les villes et communes qui peuvent être un acteur important de cette transition, les écoles et les universités, et finalement vous, les entreprises. Parce qu'en fait, vous êtes responsable pour une bonne partie de la consommation d'énergie de notre société. Vous êtes utilisatrice de beaucoup de ressources et finalement vous êtes responsable pour le design et la production de la plupart des biens de consommation. Si les entreprises ne mettent pas sur le marché des produits réparables, comment voulez-vous que les consommateurs se comportent d'une manière durable? Et le défi est donc énorme. Pour augmenter l'efficacité énergétique des entreprises en général et de la société aussi, pour réussir la convergence vers l'économie circulaire et pour produire des biens réparables, réutilisables qu'on pourrait réintroduire dans le circuit. Mais en regardant l'histoire de l'humanité, je pense on peut voir que souvent, dans l'histoire de l'humanité, des moments de grands défis engendrent des phases de grande créativité et d'innovation conséquentes. Et je pense que de la part de notre ministère, c'est là que nous voyons le rôle des entreprises en général et des compagnies luxembourgeoises plus spécifiquement. Nous aider avec votre créativité pour changer de paradigme, partager avec nous votre esprit d'innovation pour trouver ensemble des solutions durables pour des problèmes intolérables. Et nous sommes optimistes de pouvoir y arriver ensemble, d'autant plus que l'étude Rifkin nous a montré que les questions environnementales ne doivent plus être considérées comme un défi ou une barrière au développement économique, mais peuvent justement devenir une opportunité d'affaires pour développer des produits et surtout des services innovants nouveaux, peuvent être une opportunité pour dynamiser la transition vers une société conforme aux objectifs de développement durable. Et nous croyons et nous restons optimistes, d'autant plus que l'on ne commence pas à zéro. Monsieur le Président, vous avez évoqué la démarche de la RSE, bien présente dans beaucoup d'entreprises et où aussi bien la ministre que moi-même avons eu l'avantage et le plaisir de distribuer certains certificats à des sociétés. En fait, quand on regarde, on peut dire que la démarche RSE est une sorte d'implantation des objectifs de développement durable avant la lettre au sein des entreprises. Et je pense qu'on est bien d'accord lorsqu'on écoute les chefs d'entreprise témoigner de leur démarche. On voit qu'à la fin du compte, c'est l'entreprise globale qui profite de cette démarche. Il y a une meilleure collaboration au sein de l'entreprise, il y a des économies et surtout il y a une nouvelle légitimité des entreprises par rapport à la société qui les contrôle. Parce qu'entre-temps, avec les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas seulement nous, hommes et femmes politiques, qui sont suivis au pas près par les citoyens et où chaque mauvais pas et chaque pas qu'on fait dans la mauvaise direction est évoqué sur les réseaux sociaux. Je pense que vous, en tant qu'entreprise, au milieu de la société, sont aussi bien suivis par les citoyens et citoyennes et que chaque fumée non désirable qui sort d'une cheminée est photographiée à l'instant et mise sur les réseaux sociaux. Et je pense que la démarche RSE
donne une nouvelle légitimité aux entreprises au milieu de notre société. Je pense qu'il y a une autre démarche conséquente que le gouvernement est en train de mettre en place. Déjà avant le lancement de l'étude de Rifkin, on avait fait une étude sur l'économie circulaire au Luxembourg. Le ministère de l'économie, ensemble avec notre ministère, et j'ai l'honneur et le plaisir de co-présider avec la secrétaire d'État du ministère de l'économie ce groupe stratégique. Il est possible que ces travaux de ce groupe n'ont pas encore fait trop de vagues à l'extérieur, mais croyez-moi, en suivant régulièrement ce qui se passe autour d'une table, où rien que par le fait que d'un côté, vous avez des gens du ministère de l'économie et des entreprises qui sont là, avec leurs compétences, avec leur vue sur la société, mais d'un autre côté, nos chefs d'administration, nos spécialistes du ministère, qui s'y connaissent quand même un tout petit peu aux problèmes environnementaux, c'est déjà une toute autre manière de travailler ensemble. Et c'est l'exemple pratique de ce que la ministre a évoqué, et qui pour nous est une des priorités, une autre manière de travailler ensemble, ne plus voir l'économie et l'écologie comme une opposition, mais comme des opportunités communes pour les uns et pour les autres. Vous connaissez le projet de la Superdrachtskust. Je ne sais pas si vous savez qu'entre-temps, le modèle est copié à travers l'Europe dans des pays du Sud. Bien sûr, au début, c'était que du recyclage, mais entre-temps, ça va beaucoup plus loin. Et ce n'est pas pour rien que lorsqu'on a discuté dans le groupe stratégique de l'économie circulaire comment introduire ce changement de paradigme et comment introduire l'idée de l'économie circulaire dans les entreprises, qu'on a fait appel à la Superdrachtskust. On est présent avec cette structure dans plus de 4000 entreprises. Et pourquoi inventer un nouvel acteur? Pourquoi imaginer une nouvelle approche lorsqu'on est déjà avec deux pieds dans certaines entreprises? Et on est justement en train de refaire le contrat avec la Superdrachtskust. Et croyez-moi que l'économie circulaire jouera un rôle très important dans les travaux futurs de la Superdrachtskust. On est en train de mettre la même chose en place à l'intérieur du pacte climat. Vous savez qu'entre-temps, on a réussi à joindre toutes les communes luxembourgeoises dans cet instrument formidable de la transition de notre société. 105 communes qui, sur une base volontaire, travaillent avec nous pour organiser la transition de la société au niveau local, parce que la ministre et moi sommes convaincus que même dans un petit pays comme le nôtre, ce n'est pas un gouvernement qui va réussir à des changements de comportement des citoyens et autres acteurs, mais c'est vraiment au niveau local, dans les communes, dans les villes, que cette transition aura lieu. Et non seulement toutes les communes sont dedans, mais dès qu'on est arrivé au ministère, on a délibérément élargi l'objectif de ce pacte climat en intégrant IMS et en mettant à disposition des communes IMS pour qu'ils puissent initier des initiatives dans les communes. De par mon ancien métier de bourgmestre, je sais que malheureusement, au niveau local, il n'y a pas de tradition de coopération entre les entreprises et les communes, ce qui est déplorable et ce qui n'est pas soutenable si on veut s'en prendre aux critères importants de l'agenda 30 000. Alors là aussi, on a déjà, de par les premières expériences, tout le monde est gagnant. Lorsqu'un collège final se met ensemble avec une zone d'activité, avec les chefs d'entreprise, il y a des win-win, des situations win-win pour la commune et pour les entreprises. On me dit qu'il y a une solidarité qui s'établit dans une zone d'activité, des économies d'échelle en ce qui concerne l'achat, par exemple, d'électricité ou de chaleur, des projets pour faire des plans communs de mobilité s'y retrouvent tant d'arguments pour que tout le monde s'y mette. Je pense que c'est là des éléments concrets de la mise en place de l'agenda 2030 et je pense qu'on est là pour, s'il y a besoin d'augmenter encore cette démarche, on est sûrement là. Et finalement, vous savez peut-être qu'on est en train, et on est vraiment en phase finale, pour l'implantation de la nouvelle directive des marchés publics au Luxembourg. Et vous imaginez qu'on va profiter pleinement de toutes les opportunités que cette nouvelle directive nous offre pour implanter aussi bien l'agenda 2030 que l'économie circulaire lors des achats publics. J'ai en tête un chiffre qui tourne autour de 17%
de tous les investissements au Luxembourg proviennent soit de l'État, soit des communes. Si demain, on utilise notre collaboration et on imagine que sur ce 5e des investissements globaux sur Luxembourg, on progresse en travaillant ensemble et en mettant des cahiers de charges qui mettent en évidence l'économie circulaire, qui mettent en évidence tous les critères de l'agenda 2030. Je pense qu'on peut vraiment faire un laboratoire du Luxembourg et ça profitera aux entreprises qui ont leur siège à Luxembourg pour demain découvrir de nouveaux marchés à l'extérieur. Et pourquoi pas imaginer, comme la directive nous donne la possibilité de travailler avec des labels, pourquoi pas des marchés publics où le label RASE est une condition sine qua non pour avoir les marchés. On ne va plus regarder que le prix dans les marchés publics futurs. Ce seront d'autres critères qui, comme la ministre a très bien dit, regardent nous aussi en tant que responsables politiques. On ne peut pas seulement regarder les prix, il faut aussi penser à long terme et voir par exemple les frais de maintenance qu'engendre un projet si on l'a établi d'une manière ou d'une autre. Alors, pour résumer, en un mot, je pense de bels exemples de bonne collaboration entre notre ministère et les entreprises luxembourgeoises, des cas concrets de synergie qui profitent finalement à tout le monde, et c'est ça le but de cette démarche. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que le XXIe siècle sera le siècle de l'efficacité énergétique, de la productivité des ressources et de la protection de l'environnement, où il ne sera pas. Faisons ensemble du Luxembourg un modèle de développement durable, essayons de grimper dans l'indice du bien-être que la ministre a évoqué pour le bien de tout le monde finalement. Merci beaucoup.